Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous sommes dans des circonstances de streaming, comme vous pouvez le voir, puisqu'il s'agit d'une partie de mon dernier stream de l'année 2020, et j'en ai profité pour parler aux viewers de mon bilan de l'année 2020, que ce soit en termes de cinéma, de séries télé et de jeux vidéo. Mon objectif, c'est de faire l'épisode numéro 2 de la playlist que je n'avais pas encore eu l'occasion de publier. Du coup, voilà, je vous propose dans cet épisode numéro 2, qui sera a priori extra large, de faire un gros retour sur ce que j'ai vu, ce que j'ai aimé, ce que j'ai moins aimé en 2020, que ce soit en termes de films, de séries et de jeux vidéo. Voilà, on va parler de ça aujourd'hui. Un gros récap culture, puisque je sais que ça a gêné certains d'entre vous, que je publie beaucoup de VOD de mes sessions gaming sur Twitch. Donc voilà, un gros truc qui va probablement durer un peu plus d'une heure. Donc alors que les viewers s'amusent beaucoup à vous rappeler de suivre les réseaux sociaux, de mettre la cloche, de vous abonner, de cliquer sur j'aime, de mettre des commentaires, surtout c'est important. Voilà, parce qu'ils croyaient qu'ils étaient dans l'ombre, mais je peux réactiver la chatbox à tout moment. Allez, on va commencer ce gros récap de l'année 2020. Je précise évidemment que j'ai pas tout vu. C'est tout à fait logique. J'ai pas tout vu, mais j'ai vu un certain nombre de trucs qui m'ont plu, qui m'ont déplu. Du coup, on est démasqué fui. Et du coup, je voulais revenir un petit peu là-dessus. Je vais pas parler de tout ce que j'ai vu, mais l'idée, c'est de revenir avec vous sur les choses qui m'ont marqué. Et voilà. Dans cette année qui a été très très particulière pour l'industrie de la culture, je voulais aussi dire que ça n'a pas été une année totalement blanche. Tout le monde va dire oui, mais les plateformes, machin. Alors oui, effectivement, je vais parler de pas mal de choses que j'ai regardées sur les plateformes, mais pas que. Parce que voilà, c'est une industrie qui est en souffrance en ce moment, on le sait. À l'heure actuelle, j'enregistre le 16 décembre. Normalement, si le gouvernement n'avait pas fait les choses mal, on aurait eu l'occasion de voir des films depuis le 15 décembre. Et surtout, l'industrie ne se serait peut-être pas préparée à réouvrir le 15 décembre, alors que finalement, on leur a dit une semaine plus tôt que bah non, en fait, désolé, vous avez dépensé de l'argent pour rien. Donc évidemment, gros soutien à tous les gens qui sont dans cette industrie-là. J'espère qu'on pourra bientôt retourner dans les salles de cinéma dans de bonnes conditions sanitaires, et que l'on pourra bientôt pouvoir de nouveau les soutenir en allant en salle et en profitant de ce que les cinémas ont à offrir. Donc pour commencer, je vous propose de faire un petit bilan, mon petit bilan très personnel et tout à fait subjectif, et également tout à fait modeste, de ce que j'ai vu en salle ou pas en termes de films cette année. Donc voilà, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Vous savez que j'adore le cinéma et que juste avant le reconfinement, je me suis fait un week-end entier où j'ai maté 5 films en salle dans la foulée. Voilà, j'en ai parlé dans une vidéo récente. Donc allez la voir si vous voulez plus de détails sur certains de ces films. Mais voilà, donc je voulais parler notamment des films que j'ai vus avant le premier confinement et entre les deux confinements, puisqu'il y a des choses qui sont sorties à ce moment-là. Et que l'air de rien, avec ces histoires de confinement, on a l'impression que l'année 2020 a été complètement hachée, et c'est le cas. Et parfois, je me souviens pas du tout de ce que j'ai fait avant le premier confinement. Et donc, il y avait un certain nombre de films qui étaient sortis à cette période-là, notamment en début d'année. Je pense à janvier, je pense à février, un petit peu à mars, vite fait. Mais je pense notamment à ceci. 1917, un film de Sam Mendes. Un film de Sam Mendes qui se permet de faire un film de guerre réalisé en plan séquence. Un truc de fou. L'objectif, donc c'est déjà film sur la Première Guerre mondiale, c'est suffisamment rare pour être noté, où il se propose
sur la quasi-intégralité du film, d'avoir un seul plan. C'est-à-dire que du début à la quasi-fin du film, un seul plan qui suit 2 soldats embarqués dans la Première Guerre mondiale, dans cette guerre de tranchées en 1917, où l'objectif, c'est un des 2 soldats doit aller prévenir le régiment de son frère qu'ils vont arriver dans un piège. Et donc surtout, il ne faut pas obéir à l'ordre que le haut commandement leur a donné. Et évidemment, les lignes de communication n'ont pas été, ont été détruites, ont été sabotées. Du coup, ils sont obligés de faire ça à pied. Et donc, évidemment, c'est une quête qui est tendue, dans laquelle on voit du coup ces 2 soldats britanniques qui essayent de s'en sortir face à l'adversité, évidemment, hein, en pleine ligne ennemie. Le tout en plan séquence, avec un directeur de la photographie qui est légendaire, qui s'appelle Roger Deakins, et qui, me semble-t-il, a obtenu pour la première fois un Oscar pour sa photo sur le film, et c'est amplement mérité. Et vraiment... Alors, plan séquence, alors, j'aimerais bien vous faire j'aimerais bien vous montrer des images, sauf que là, du coup la vidéo va se faire striker. En gros, l'idée, un plan séquence, c'est un plan ininterrompu qui va suivre l'action de bout en bout. Donc c'est-à-dire, alors le plan séquence le plus facile, c'est toute l'action se passe dans le même cadre. Donc tu vas avoir, je sais pas moi qui entre dans le cadre, qui fait des papouilles à Nova pendant un quart d'heure, puis le plan s'arrête. Ça, c'est un plan séquence. Le cadre n'a pas bougé, mais ça reste un plan séquence de 15 minutes. Là où c'est intéressant, c'est que ici, donc c'est des faux plans séquences, hein, comme l'a fait notamment... comment il s'appelle ? C'est pas... c'est Iñárritu ? The Revenant. Iñárritu, c'est ça. Donc, typiquement, dans des films comme The Revenant ou comme dans 1917, on va te donner l'illusion que tous les plans s'enchaînent les uns les autres, ce qui fait un énorme plan séquence sur tout le film. Donc on va trouver des astuces de montage, donc par exemple quelqu'un qui passe devant la caméra et qui te permet de faire ton cut à cet endroit-là et d'enchaîner avec un autre plan que tu as probablement filmé plus tard. Et ça te permet de faire un plan séquence qui ne s'interrompt pas. Et donc ça c'est des trucs hyper intéressants avec The Revenant notamment, et 1917 qui tente la même chose. Donc c'est une vraie prouesse que nous propose ici 1917. Où la caméra va toujours suivre les protagonistes, peu importe où ils vont. Et ça, c'est trop stylé. Le fait qu'il n'y a pas de montage, c'est filmé en continu sans coupe. Alors du coup, il y a de vraies coupes, hein, mais elles sont plus ou moins bien réussies. Oui, bon, ça, on s'en fout. Donc voilà. Vraiment, la zik colle vachement bien. Ah ouais. Et donc du coup voilà. Alors c'est un film que j'ai apprécié, que j'ai vu, que je trouve assez fort. Je crois que j'ai préféré à The Revenant, que j'ai trouvé un peu trop, qu'on faisait un peu trop des caisses. Ça c'est pour le coup l'un et l'autre. Je trouve que ce sont des films qui en font des caisses pour choper des Oscars techniques, des prix techniques, etc. Et donc ça a été plus ou moins le cas, hein, pour 1917 et pour The Revenant. Mais je trouve que ici c'est très réussi. C'est un film qui m'a bien marqué sur cette année. Donc évidemment, j'aimerais bien vous mettre les trailers, mais c'est une très mauvaise idée d'utiliser des choses qui ne m'appartiennent pas dans une vidéo comme celle-ci. Surtout qu'on va passer en revue des milliards de choses, donc veuillez m'excuser. Mais malheureusement, c'est comme ça. Donc le film est sorti au mois de janvier en France, il a gagné un certain nombre d'Oscars, et c'était, ma foi, c'était plutôt une bonne idée de la part des Oscars de leur donner des trucs. Voilà, 1917, premier film sur lequel je voulais revenir.
Ça, j'ai pas envie d'en parler. C'était pas très intéressant. On va parler de ça, tiens. On va parler de The Gentleman. Film de Guy Ritchie. Film de Guy Ritchie qui s'est un peu perdu ces dernières années. Parce que Guy Ritchie, à qui l'on doit notamment le remake d'Aladdin pour Disney, le remake en live action d'Aladdin. Alors très honnêtement, si vous pouviez éviter de regarder ça, voilà. Il a réalisé ce truc très sympa par contre. Pardon, il l'a pas réalisé. Mais ça c'était très sympa. Agents très spéciaux, Code Uncle. Si, il l'a réalisé. Bon, c'était mal branlé leur histoire. Donc ça, c'est très stylé. Guy Ritchie, évidemment, qui revient avec The Gentleman sur ses premières amours. Le film de truand britannique. Et je trouve que ça fonctionne pas mal du tout. Vraiment, donc on y retrouve notamment Charlie Hunnam, que vous connaissez probablement pour la série Sons of Anarchy. On y retrouve Matthew McConaughey, bien sûr, qui ici campe un grand baron de la drogue. Et puis on retrouve aussi Colin Farrell et Hugh Grant qui ont des rôles pas piqués des hannetons, comme on dit. Donc vraiment c'était très cool de voir ce film. Alors, je pense pas qu'il reste vraiment dans les annales, mais ça fait plaisir de retrouver Guy Ritchie sur ses premiers, on va dire, sur son style à lui, quoi. De voir que le fait d'être entré un petit peu dans le moule des studios, je baisse un petit peu la musique. D'être un petit peu rentré dans le moule des studios ne l'a pas trop abîmé, et ça c'est quand même une bonne nouvelle. Donc voilà, The Gentleman c'est sorti au mois de février me semble-t-il en France, et c'était plutôt cool, très franchement, c'était plutôt cool, je me suis bien amusé. Tu passes un bon moment, c'est pas le film de l'année, hein, loin de là, mais pour les scènes notamment entre Hugh Grant et Charlie Hunnam, ça vaut le coup. Ça vaut vraiment le coup. Voilà. Alors, The Gentleman, ça c'était cool. Est-ce qu'on parle d'en avant ? Est-ce qu'on parle d'en avant l'un des deux films Pixar de l'année ? Le deuxième sort le 25 décembre, directement sur Disney+. Ça, c'est un vaste sujet de l'année 2020. Mais En Avant est sorti en salle. Et a eu le malheur de sortir, je crois que c'était une semaine avant le confinement, le premier confinement. C'est un film de Dan Scanlon, à qui l'on doit, je crois que c'est Monster University, Monster et compagnie. Monstre Academy, c'est ça. 2013 déjà. En Avant, alors, film original, puisque, on le sait, hein, Pixar a eu tendance ces dernières années à faire beaucoup de suites. Et pour le coup, voilà, ça c'est un script original comme les Souls d'ailleurs, qui sort donc le 25 décembre. On y retrouve deux personnages de deux frères. Ça se déroule dans un univers de fantasy contemporain. C'est-à-dire que vous allez avoir du coup des elfes, des gobelins, des trolls, des fées qui vivent dans un monde un peu comme le nôtre, mais du coup matiné de fantasy, etc. Et bon, il se trouve que les deux personnages ont été marqués par la disparition de leur père et vont entrer dans une quête initiatique pour essayer peut-être de le retrouver pour une journée. Et c'est un film qui est assez comme le sont la plupart des Pixar qui sont réussis, qui est très émouvant sur certaines choses, sur les thématiques qu'il aborde, sur comment il s'y prend pour raconter les choses. Alors, entendons-nous bien, c'est quand même bien moins attachant et bien moins tire-larme qu'un Coco, par exemple,
Coco, excellent film de Pixar, probablement le meilleur Pixar récent. Film que j'ai beaucoup apprécié. Vraiment Coco, si vous avez l'occasion de le voir et que vous l'avez pas encore vu, allez-y. Vraiment un plaisir. Donc en avant pour le coup a pâti de ce manque d'exposition, parce que finalement il est sorti une semaine avant le confinement, derrière il est sorti directement en VOD, puis en DVD. Coco, ça tape un peu trop près du cœur. Ouais, mais ça me surprend pas. Moi, honnêtement, la fin de Coco, je voyais flou. Hein. Et pour le coup, je suis très très maître de mes émotions en général. Mais ça m'a tapé en plein dedans. Et en avant, à ce côté-là, alors c'est un peu moins bien réussi, on va pas se mentir. Mais il y a un côté très attachant. C'est pas toujours très réussi, mais il est peut-être parfois un peu balourd sur certaines choses. Avec ce côté, c'est difficile pour lui de ménager la chèvre et le chou entre le côté on parle aux enfants, mais aussi on parle aux parents. Et du coup, voilà, c'est très... Je trouve que c'est au moins... Parce que souvent les Pixar ont un problème, c'est que le dernier tiers se tient mal. Celui-là fonctionne pas trop mal. La famille me fait surtout grave penser à ma grand-mère. La famille en général me fait penser à ma famille. Bah oui, forcément Kelma. Ça me surprend pas du tout. Mais ouais. Donc il y a un système d'identification qui fonctionne pas trop mal avec En Avant, alors qui fonctionne encore moins. Qui fonctionne un peu moins bien que sur Coco. Donc évidemment, si vous avez le choix entre les deux, qu'on vous dit bon on se fait une soirée DVD Pixar, on a le choix entre Coco et En Avant, choisissez Coco. Mais si vous avez déjà vu Coco, tentez peut-être En Avant, vous serez peut-être surpris. Voilà, donc ça j'ai bien aimé. Intéressant, alors j'ai pas grand chose à en dire, mais j'avais bien aimé, je m'en souviens. C'est Les 4 filles du Dr March, le remake, signé par Greta Gerwig. Greta Gerwig qui propose ici une relecture des filles du Dr March, donc évidemment le fameux roman de Louisa May Alcott. Je vous refais pas tout le truc, mais elle en tire un récit d'émancipation qui est très intéressant. Autour du coup de l'actrice Saoirse Ronan, qui pour le coup vraiment brille. Alors c'est une excellente actrice déjà, hein, mais elle est vraiment très mise en avant dans le film, puisque c'est elle qui est vraiment le centre du film. Et je me souviens avoir passé un bon moment. Effectivement, comme le dit Kelma, c'est un poil long. Souvent, les adaptations de romans le sont, mais Florence Pugh également. Florence Pugh qui a un rôle un peu secondaire, mais intéressant aussi face à Timothée Chalamet. J'aime bien cette actrice. Donc voilà, moi ça c'est un film que j'ai bien aimé. Gros coup de cœur pour Florence Pugh perso, je l'ai découvert avec Midsommar. Midsommar que j'ai pas eu l'occasion de regarder. Mais oui, qui d'ailleurs sera dans le prochain Black Widow, dans un rôle a priori d'importance. Donc ça ce sera pour le mois de mars, je crois, 2021, si tout va bien. Donc les filles du Dr March, d'ailleurs, un casting plutôt ok, hein. Laura Dern, Florence Pugh, Saoirse Ronan, Emma Watson, Timothée Chalamet, Bob Odenkirk. Bob Odenkirk, qui est dans un film que j'ai très hâte de voir pour l'année prochaine. Mais du coup voilà, c'est un poil long. Faut savoir dans quoi on s'engage, mais je trouve que dans le genre proposition féministe, proposition autour de ces thèmes intéressants qui tiennent à cœur de Greta Gerwig, je trouve que c'est très agréable à regarder. Et d'ailleurs, je crois que c'est un film qui a été assez snobé aux Oscars, et c'est un peu dommage, malheureusement.
Voilà, donc Les Filles du Docteur March, c'est sorti au mois de janvier 2020. Donc l'air de rien, il y a des choses qui sont pas mal sorties au début d'année, et il ne faut pas les oublier. Et donc j'ai essayé de pas le faire. De quoi j'avais envie de parler? Bon, ça c'est pas très intéressant, donc je vais pas en parler. Est-ce que j'ai envie de parler de ça? Est-ce que j'ai des choses à dire dessus? J'aimerais bien vous parler de ça. Le problème, c'est que je m'en souviens pas. Weathering with You, Les Enfants du Temps, film de Makoto Shinkai, le réalisateur de Your Name, qui est mon coup de cœur de l'année 2017. J'ai été assez déçu par le film. Je vais pas vous mentir. Et du coup, c'est un film qui est sorti au mois de janvier, me semble-t-il, et qui m'a pas laissé un souvenir impérissable, malheureusement. Donc là, je vous en parle au mois de décembre, et le simple fait que je me souvienne pas de ce qu'il me racontait, c'était un peu ça va dans ce que j'ai envie de vous dire, c'est que malheureusement, après Your Name, le suivant, qui en plus essaie plus ou moins de raccrocher les wagons avec l'énorme succès qu'a été Your Name, ça fonctionne moins bien. C'est un peu dommage. Déjà, c'est un peu trop long. Ensuite, on s'attache moins aux personnages. C'est toujours magnifique, hein. C'est à se damner de beauté. Mais j'ai été déçu. J'ai été déçu. Je saurais pas vous redire pourquoi, parce que il faudrait que je le revoie pour être vraiment précis sur ma critique du truc. Là, je vous le fais vraiment au pied levé, hein. Mais vraiment un des trucs... Enfin, le fait que je m'en souvienne pas alors que je l'ai vu il y a 10 mois, c'est quand même pas bon signe. Alors c'est magnifique, hein, c'est pas le problème. Mais il y a un truc qui a pas fonctionné avec moi. Vraiment. Et c'est bien dommage. T'as vu d'ailleurs qu'on a eu un premier teasing sur le prochain Mamoru Hosoda hier. Je l'ai pas vu, non. Beaucoup aimé perso. Bah écoute, c'est tant mieux. Tant mieux. Tu sais, ça fait partie des films que j'aime soutenir au cinéma. Les films d'animation japonaise. Et évidemment, je l'ai vu au cinéma, ce film. Et malheureusement, je suis resté en dehors. Mais c'est sûr que la comparaison avec Your Name pêche un peu. Bah c'est clair. Mais tu vois, je lui laisserai une nouvelle chance, à mon avis, à ce film. Parce qu'il est probable que je sois passé à côté et que j'en ai pas profité pour X ou Y raison. Mais et Makoto Shinkai, en général, c'est un réalisateur que j'apprécie. Et pour le coup, il faut que je regarde du coup ce teasing sur le prochain Mamoru Hosoda. C'est deux réalisateurs que j'aime beaucoup de la, on va dire, la nouvelle vague, entre guillemets, d'animation japonaise. Donc vraiment, ce sont deux réalisateurs dont je suis beaucoup les projets avec intérêt. Alors, ce n'est pas vraiment un film, mais si. Film que j'ai regardé Day One au moment de sa... Par contre, Mirai, ma petite sœur, j'avais vraiment pas adhéré. Bah, ça, c'était ok. Mais alors, clairement pas au-dessus, pas au niveau de ce qu'il a proposé. Il n'y a pas grand-chose pour Osoda, hein. C'est vraiment juste en mode coucou, ce film existe. Ok, ça marche. Donc, Hamilton, la captation du spectacle, de la comédie musicale à succès, du phénomène, hein, même aux États-Unis, Hamilton, donc écrit par Lin-Manuel Miranda, qui est vraiment une des stars montantes de l'écriture musicale, de l'écriture type comédie musicale aux États-Unis, qui a contribué à plein de choses, notamment des Disney, et qui va notamment contribuer au prochain Disney qui se passe en Colombie.
me semble-t-il. Et le film s'appelle Encanto. Et c'est lui notamment qui a écrit une partie des chansons de Vaiana. Donc voilà, Hamilton, je vais pas vous le faire par quatre chemins, mais c'est une comédie musicale que j'ai écoutée de façon obsessionnelle pendant toute une année. Pendant mon Spotify, sur mon Spotify Wrapped de l'année dernière, donc de 2019, tous les titres les plus écoutés, c'était Hamilton, pour moi. Donc, j'avais qu'une hâte, c'était de pouvoir voir cette captation de la comédie musicale, parce qu'évidemment, c'est beaucoup trop cher de se déplacer, ne serait-ce qu'à Londres, pour aller voir la comédie musicale, parce que un billet, ça doit être 200 balles pour y voir rien du tout. Et encore, c'est même pas le cast original, et en plus, il faut rajouter du coup les billets d'Eurostar. Donc voilà, ce n'est pas possible, et encore moins du coup aux États-Unis, à New York, sur Broadway. Et donc voilà, ça pour le coup, c'est un plaisir absolu pour moi d'avoir eu l'occasion de regarder ça, parce que dès que je pouvais regarder sur YouTube des extraits du truc, je le faisais. Donc Hamilton, pour les gens qui connaissent pas, et je suis désolé pour tous les gens qui connaissent, mais vraiment, c'est un truc, il faut le voir pour le croire. Imaginez-vous une comédie musicale sur un des pères fondateurs des des États-Unis, Alexander Hamilton, donc joué par Lin-Manuel Miranda. Une comédie musicale, hein, j'insiste. Qui revient sur la guerre d'indépendance des États-Unis, puis la vie de servant de l'État de Hamilton. Et donc c'est une comédie musicale qui a vraiment été un phénomène aux États-Unis, qui l'est toujours, et qui a été adoubée par le président des États-Unis de l'époque, Barack Obama, et qui a permis aux Américains de se réapproprier plus ou moins leur histoire, de comprendre un petit peu mieux les dynamiques de pouvoir entre les pères fondateurs, comment est-ce que certaines choses ont été décidées, comment les Américains se sont battus pour leur indépendance face à l'Angleterre, etc. Et donc évidemment sous couvert de choses hyper popcorn à écouter et qui sont très agréables, parce que c'est une comédie musicale qui non seulement a tous les aspects une comédie musicale, mais en plus a ce côté on va dire culture pop, culture urbaine qui se mélange. Et ça donne un truc assez explosif dont Lin-Manuel Miranda a le secret, puisque sa première comédie musicale, qui s'appelle In the Heights, faisait la même chose avec la culture urbaine plus la culture latino. Et d'ailleurs, cette première comédie musicale va être adaptée au cinéma par Warner Bros. Dans un film qui s'appelle In the Heights, et qui est un des films que j'attendais le plus en 2020, et qui n'est évidemment pas sorti en 2020, et qui sortira en 2021 normalement. Voilà, c'est... Donc, pour revenir à Hamilton, énorme plaisir d'avoir eu l'occasion de voir ça sur Disney+. Et si vous avez l'occasion et que vous avez jamais écouté Hamilton, bah peut-être que c'est le moment. J'ai toujours pas maté, je le ferai peut-être pendant ma semaine de vacances, quand je me ferai chier au fin fond des Ardennes. Bah écoute, j'ai hâte d'avoir ton retour. C'est spécial, hein. Quand on n'aime pas les comédies musicales, peut-être que on se fait un poil chier. Hein. Mais vraiment, rien que pour la performance et le côté... mêler toutes ces influences-là, plus le côté historique, alors évidemment, hein, c'est hyper romancé. Moi, c'est une comédie musicale qui m'a complètement cueilli et que j'adore et qui m'obsède. Donc j'ai un petit peu arrêté d'écouter parce que voilà, l'obsession est un peu passée. Mais voir ça a été vraiment plein d'émotions pour moi, qui n'avais évidemment jamais eu l'occasion de le voir sur scène. Est-ce qu'on parle... Qu'est-ce qu'on... Oh là là, faut qu'on parle de ça.
Incroyable. Est-ce que vous vous rappeliez que ça, c'était sorti en 2020? Birds of Prey et la fantabuleuse histoire de Harley Quinn, bien sûr. Je sais plus quand c'est sorti, au mois de février probablement. Mois de février. Bon, les films DC Comics par Warner, c'est compliqué. Hein. C'est compliqué. C'est compliqué parce que le matériau originel est de qualité, mais très 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 compliqué à adapter. Surtout que ce qui manque à Warner Bros. Et à DC Comics dans leurs adaptations, c'est une ligne directrice qui a été plus ou moins abandonnée après le fail Justice League, où ils se sont dit bon, allez, let's go, faisons ce qu'on veut. Donc c'est là qu'on voit arriver Joker, c'est là qu'on voit arriver des trucs un peu dingues, genre Birds of Prey. Mais voilà, faut bien voir que Man of Steel, Batman v Superman, Justice League, Suicide Squad, Aquaman, Wonder Woman, tout ça, bah ça a un peu chié dans la colle, quoi. Sur tout ça, je sauverais Wonder Woman, je pense. Éventuellement Aquaman pour le côté un peu rigolo débilo, mais vraiment, c'est compliqué. Et je crois que dans la tier list, le pire, c'est Suicide Squad. Alors problème, Birds of Prey, du coup, se propose d'utiliser un des personnages qui a été exploré dans Suicide Squad, à savoir Harley Quinn. Et bon, c'est très clairement un des personnages qui surnageait dans Suicide Squad, donc c'était une bonne idée de faire ça. Margot Robbie, en plus, est une actrice assez bankable, j'aime beaucoup d'ailleurs. Mais Birds of Prey, c'est compliqué. Birds of Prey, c'est compliqué parce que ça n'a pas grand-chose à raconter. Ça n'a pas grand-chose à raconter alors que ça devrait. Ça devrait parce que, justement, c'est censé être l'histoire de l'émancipation d'Harley Quinn par rapport au Joker. Et on te dit, viens voir cette histoire. Tu vas voir, Harley Quinn, non seulement elle est rigolote, mais en plus, elle devient sa propre... c'est la self-made woman, quoi. Par rapport au Joker. Et au final, on ne parle que de Joker. On te dit, ah, tu vois, en fait, c'est la meuf du Joker, c'est... elle serait rien sans lui, machin. Et je sauverais, éventuellement, tout le côté... on va dire... tout le côté un peu les sisters qui se battent les unes avec les autres. Parce que c'est un film qui est porté par les femmes, mais c'est déjà suffisamment rare pour être noté, en compagnie de... qui sont tout autour du coup de Margot Robbie. Donc elle va se créer sa propre équipe autour d'elle. Et donc le fight final est assez rigolo et assez pop dans l'idée. Ça m'a plu. Mais je trouve que ça en fait des caisses et que ça sonne jamais vraiment juste. Et que pour le coup, c'est un peu lourdeau au bout d'un moment. Donc, ça va un peu au-dessus de Suicide Squad. Hein. Pas beaucoup plus. Batman v Superman, j'ai jamais vu un film aussi long. Mais long. Aquaman, j'ai bien aimé. J'ai vu la fin de Suicide Squad, bon. Alors je suis désolé pour les gens qui adorent les films d'ici, c'est pas une guerre de clochers de genre Marvel versus DC, c'est juste intrinsèquement le film je trouve qu'il fonctionne pas. Et une bonne partie des films DC Comics que j'ai cités fonctionnent mal. C'est pas une histoire de dire oui Marvel c'est mieux machin. Non, c'est juste que ce qui manque depuis le début à ça, bah, c'est simplement une colonne vertébrale. Comment veux-tu faire un univers partagé qui fonctionne si déjà les films en eux-mêmes ne se tiennent pas? Voilà.
C'est tout ce que j'avais à dire sur la question. Birds of Prey, ça c'est dit. Oh, parlons de Mulan. Mulan donc. Mulan, un film de Niki Caro, réalisatrice néo-zélandaise. Mulan, un remake, un autre remake, signé Disney, depuis son catalogue Disney. Sorti, alors on sait plus quand finalement, c'est-à-dire que le film devait sortir mi-mars, sortie annulée bien évidemment, premier confinement oblige. Il devait sortir au mois de juillet, après le déconfinement, sortie décalée. Il devait sortir au mois d'août, directement sur Disney+, en France, avec surcoût 30 balles pour pouvoir en profiter. Ça a été le cas dans tout le reste du monde, sauf la France à peu près. Bon, finalement le film est sorti le 4 décembre. Directement sur Disney+, en France, sans surcoût supplémentaire. Bonne nouvelle. Heureusement, j'ai envie de dire. Parce que putain, payer pour ça. Il se trouve que moi, le film, je l'avais vu en projection au mois de mars. Donc mes souvenirs datent du mois de mars. Et à l'époque, j'étais sorti. Bon, je disais, bon, c'est ok. Ça n'a aucun intérêt, mais c'est ok. Mulan. Mulan, c'est probablement un de mes films préférés de l'époque. Je crois que le film est sorti en 1998 à l'époque. C'est ça. Sorti en 1998. Film d'animation qui est superbe. Qui a un certain nombre de chansons qui sont encore gravées dans ma mémoire depuis lors. C'est un film intéressant. C'est un film intéressant parce que, bon, évidemment, il adapte une légende et qui propose des thématiques aussi intéressantes, quoi. Le côté pour sauver probablement son père d'une mort certaine à la guerre, elle se fait passer pour un homme et révèle son plein potentiel en disant mais écoutez, moi je suis une femme et je suis capable d'être tout aussi puissante que vous, si ce n'est mieux. Et ça évidemment c'est une thématique qui est forte et qui en 2020 pourrait avoir un écho très important. Et je trouve que le soufflet dans Mulan 2020 retombe assez vite. Malheureusement, alors que tous les ingrédients sont là. Hein. Mais il y a un problème déjà, c'est que dès qu'il y a des effets spéciaux à l'écran, ça devient dégueulasse. Bon, typiquement. Et au demeurant, je pense que c'est un film que Disney aurait dû avoir les balls de confier à quelqu'un de chinois en fait. Alors je vous passe toute la polémique autour qui s'est passée à Hong Kong et en Chine autour du film, parce que le film a bidé en Chine, alors qu'il était fait pour ce marché-là. Le film d'ailleurs est un des rares du catalogue Disney à être sorti en Chine cette année, spécifiquement parce qu'ils s'attendaient à ce que ça cartonne. Bon, le fait est que non. Et il y a un truc aussi, bon, assez déceptif, c'est-à-dire que quand tu vas voir un remake Disney, tu te dis, bon, au moins j'aurais des réinterprétations assez stylées des chansons que j'ai adorées à l'époque. Même si on a vu que les réinterprétations dans Le Roi Lion, dans Le Livre de la Jungle et dans Aladdin étaient nulles à chier, je me suis dit, bon bah peut-être qu'on aurait des trucs un peu stylés, genre Comme un homme notamment de Mulan 98 pardon. C'est une chanson qui est méga forte. Elle n'existe pas dans ce film-là, probablement pour des raisons de droit. Mushu n'existe pas non plus. Donc on te fait croire, tu sais, que c'est pas, c'est pour être plus proche de la
de la légende chinoise, etc. Mais en fait, bon, c'est juste que le projet s'est mal passé, quoi. Et je pense que c'est un projet qui n'aurait pas dû exister. Je comprends pourquoi ils l'ont fait, évidemment. Mais ça fonctionne pas de bout en bout. Et alors en plus, il a eu son gros problème, c'est qu'en plus, du coup, il a eu... on lui a adjoint tout le côté rapace de Disney, qui a en plus voulu faire passer les abonnés Disney+, donc qui sont déjà abonnés à Disney+, 2 fois à la caisse. En te disant, oui, non mais attends, c'est un blockbuster premium, $30, c'est pour toute la famille. Oui, enfin, si t'es abonné seul à Disney+, et que tu payes $30, tu payes $30, hein, donc voilà. Donc ça, bon, on n'en a pas... ça pour le coup, on l'a pas vécu en France, mais bon, le film est plus ou moins mort-né à cause de ça. Oui, mais je t'ai dit, je passais autour de ça parce que bon, c'est effectivement intéressant d'en parler, mais moi je te parle quasiment que du film parce que déjà rien que ça, c'est déjà bancal, quoi. Mais oui, effectivement qu'il tient. Donc c'est compliqué le cas Mulan, compliqué. De quoi on parle, hein? Ah bah tiens, parlons pour le coup, d'un film bien. Ip Man 4. J'ai déjà eu l'occasion de vous parler de la saga Ip Man, portée par Donnie Yen, un des acteurs martiaux les plus importants de sa génération. Film hongkongais, réalisé par Wilson Yip, qui me semble-t-il a déjà réalisé les 3 précédents. A priori, c'est censé être la conclusion de l'arc narratif d'Ip Man. Oui, effectivement, il a déjà réalisé les 3 premiers. Ip Man, pour vous la faire courte, c'est une saga de films d'arts martiaux où Donnie Yen campe Ip Man, donc, le maître du Wing Chun, donc c'est une certaine... un certain genre d'arts martiaux qui est connu notamment pour avoir été le maître martial et le maître à penser de Bruce Lee. Donc il est notamment connu pour ça. Ip Man 4, donc le dernier combat, en anglais The Finale, donc est censé clôturer une tétralogie autour de ce personnage-là. Le personnage est amené à partir aux États-Unis. Il va chercher une place à l'université pour son fils et il trouve aux États-Unis, à San Francisco me semble-t-il, une communauté chinoise qui est aux prises avec des GI américains racistes au possible, qui eux pratiquent le karaté et qui veulent se friter. Donc évidemment, lui va utiliser le Wing Chun pour essayer de leur rabattre le caquet. Donc des films martiaux, il y en a, on en voit assez peu en France de cet acabit-là. Et Ip Man 4 pour le coup, après un Ip Man 3 un peu en demi-teinte, Ip Man 1 et 2 sont très très bien. Ip Man 4 est excellent. C'est vraiment des films qu'il faut voir. Que moi pour le coup j'ai vu ça au cinéma, j'étais très très content de le voir. C'est des choses, voilà, quand vous voyez ce genre de choses passer au cinéma, faut pas les rater, quoi. Et il faut aller les soutenir assez rapidement parce que ça quitte l'affiche malheureusement trop rapidement. Donc Ip Man 4, vraiment un de mes coups de cœur de l'année. Il faut aller voir ça si vous en avez l'occasion. Keynes qui nous dit qu'il faut que je le regarde celui-là, j'ai tellement aimé les 3 premiers. Bah, si t'as aimé les 3 premiers, tu vas kiffer le 4e. Tu vas kiffer le 4e. Parlons un petit peu d'un film français, mais je pense qu'on va s'arrêter là après. Les Traducteurs. Un film de Régis Rouinsard. Un film de Régis Rouinsard qui est porté notamment par Lambert Wilson. L'idée, c'est que imaginez un auteur de l'acabit d'un Dan Brown à l'époque qui publie le nouveau roman de sa saga,
et qui, pour faire en sorte que la sortie mondiale soit la plus importante possible, décide de faire traduire chacune des versions multilingues de son roman en même temps, dans un même manoir, sécurisé au possible, par tous les traducteurs de ces éditions multilingues. Donc, la traduction anglaise, la traduction russe, la traduction italienne, la traduction espagnole, etc., etc. Et donc, ils sont tous à cet endroit-là, dans une espèce de bunker. Ils n'ont pas le droit à leur smartphone, ils n'ont pas le droit de communiquer avec l'extérieur, ils n'ont pas le droit d'utiliser Internet. Tout ça. Et l'éditeur de ce roman, un jour, reçoit un mail lui disant « Si vous ne me donnez pas X de rançon, je publie la première page du roman. » Puis les 10 premières pages, puis les 100 premières pages, puis voilà. Et donc, l'éditeur va se dire « Mais c'est pas possible. Les traducteurs sont de mèche. Comment est-ce qu'ils ont fait ?» Donc c'est un thriller à la française. C'est assez rare pour être noté. C'est assez intéressant. Alors ça prend évidemment des libertés assez folles sur le milieu de la traduction. Je sais qu'un certain nombre de traducteurs se sont amusés, notamment de ces choses-là, du fait que ça ne serait pas possible de faire ça dans le vrai monde. Mais je trouve que le film, pour tout thriller qu'il est, fonctionne très bien. J'ai passé un bon moment, moi en tout cas. Passer devant ce film. Donc voilà, c'est un des rares films français que je voulais mentionner. Il y a un certain nombre de films dont je vous ai déjà parlé dans ma vidéo sur mes 5 dernières séances avant le reconfinement. Donc je voulais mentionner parce que c'est des films qui m'ont marqué. Déjà, parce que c'est mes séances les plus récentes, mais aussi parce que ce sont d'excellents films. Je voulais notamment vous reciter Drunk. Si j'y arrive. Je vais pas le trouver. Mikkelsen. Avec Mads Mikkelsen. Voilà. Drunk avec Mads Mikkelsen, probablement un de mes coups de cœur. Mais forcément, c'est Another Round en français, en anglais. Donc je vous refais le pitch vite fait. C'est 4 professeurs de lycée qui vont très mal dans leur vie et qui se décident. Il y en a un d'entre eux qui tombe sur une étude qui dit l'humain devrait fonctionner avec plus d'alcool dans le sang. Donc ils se décident à faire une expérience sociale, à boire ce qu'ils peuvent, d'abord de façon très raisonnée et puis derrière de façon totalement déraisonnable pour essayer de tester si leurs aptitudes sociales marchent mieux avec de l'alcool dans le sang. Et alors bon, je vous passe les détails, mais ça, c'est un film, honnêtement, c'est un film excellent. Film danois, c'est assez rare pour être noté. Porté évidemment de main de maître par Mads Mikkelsen, on ne refait plus son portrait, mais c'est vraiment un film que j'ai beaucoup apprécié. Autre film... Oula, il faut que je change là. Il faut que je revienne sur le début de la playlist parce qu'on va avoir un problème sinon. Voilà. Je vous recite aussi Adieu les cons, qui va certainement revenir au cinéma si un jour les cinémas rouvrent. Film d'Albert Dupontel, où l'on suit Albert Dupontel et Virginie Efira qui sont engagés dans une fuite en avant pour essayer de reprendre un petit peu leur prise sur leur vie. C'est un film qui va très très vite, mais qui est extrêmement marquant, qui explore un petit peu ce que fait notre monde actuel des gens un petit peu paumés, de la manière dont il a tendance à les broyer, à la fois dans le côté le côté très personnel, mais aussi dans leur environnement. C'est des gens qui sont totalement paumés et qui vont trouver entre eux, dans leur relation, une sorte d'échappatoire. Et ça vraiment,
Ça c'est vraiment un film qu'il faut pas rater. Un film que j'ai beaucoup apprécié. Est-ce que j'ai fait le tour? Alors voilà, dans cette vidéo, je vous parle de Petit Vampire, je vous parle de Lupin 3, je vous parle de Peninsula. Voilà, mais je vais pas faire tout le tour parce que j'ai déjà beaucoup parlé sur le ciné. Je voulais parler un petit peu de séries télé. Alors j'ai vu pas mal de séries télé cette année. Pas forcément des séries qui sont sorties cette année, mais voilà, je voulais faire le point un petit peu sur ces choses-là alors que ma chaise grince, c'est dégueulasse. Et donc les séries télé. Alors, je me garderai bien de vous faire un retour sur la saison 2 de Mandalorian, puisque à l'heure actuelle, elle va se terminer après-demain. Donc, je vous ferai un retour plus tard. Je pense. Mais c'est pas trop mal, hein. C'est pas trop mal, la saison 2. Je vous ai déjà parlé dans la playlist numéro 1 de Barbare, série historique allemande très intéressante. J'ai beaucoup aimé. Alors ils ont annoncé, Netflix a annoncé qu'il y aurait une saison 2. Je dubite un petit peu. Je me dis que peut-être que ça serait bien, enfin qu'il aurait été pas mal de rester sur une saison et puis c'était tout. Mais bon. Est-ce qu'on parle de la Révolution? Je sais que Twitter a un avis très tranché sur la Révolution. Série française. Série française qui donc est censée se dérouler pendant la Révolution française, qui ne se déroule pas du tout pendant la Révolution française, puisque comme son titre ne l'indique pas, ça se passe avant la Révolution française. Je crois que c'est 1787, un truc comme ça. Série française avec Gaia Weiss, qu'on connaît puisqu'on l'a déjà vu notamment dans Viking. Où l'idée en fait c'est de faire un Kingdom à la française. Alors Kingdom, pour ceux qui ne se rappellent pas, c'est une série coréenne avec des zombies. Une série coréenne avec des zombies. Donc c'est une série d'action, c'est une série d'action en costume où on suit comment le pays du matin calme gère une invasion de zombies en plein Moyen-Âge. Ça évidemment, c'est la matrice de la Révolution qui va faire exactement la même chose, sauf que c'est pas des zombies. Dans plus ou moins la Révolution française. Donc ça, bon, déjà, on va dire point négatif pour l'originalité. Maintenant, je suis loin d'avoir détesté le truc. C'est très over the top. Parfois, ça fonctionne pas toujours très bien. Mais ça m'a intéressé. Et je serais curieux de voir ce qu'il ferait de la suite. Je trouve qu'en fait, ça manque de budget pour réaliser les ambitions, quoi. C'est-à-dire que l'idée de les nobles sont atteints d'une maladie qui leur donne le sang bleu et qui leur donne une faim immense et qui va propager la maladie un petit peu partout, c'est intéressant. Ça vient de Kingdom, je vous le disais. Moi, je me suis un peu intéressé à certains des personnages. Je trouve que les enjeux des personnages sont bien mis en place. Maintenant, autant les décors naturels sont plutôt bien, autant je trouve que ça manque un petit peu. Il manque ce petit truc qui ferait de la Révolution une grande série. Je trouve qu'on cherche encore notre vraie bonne série française sur Netflix. Et ça avait le potentiel de l'être. Mais c'est peut-être encore un peu trop timoré pour ce faire.
Maintenant, je ne sais pas s'ils ont annoncé une saison 2 à la Révolution. Donc ça serait bien qu'ils leur laissent la chance. La Révolution. Pour qu'on puisse vraiment explorer une saison 2. Ah, ils l'ont pas annoncé. Ouais, non, ils l'ont pas annoncé. Pour donner la chance à cette série de prendre son envol en termes d'ambition et de budget. Parce que je pense que il faut... Le vrai problème... Déjà, il y a eu un problème, c'est que les gens ont cru que c'était une série historique. Ça n'est pas une série historique, spoiler. Les gens aussi ont cru, et ça pour le coup c'est de la faute de Netflix, que c'était une série qui traitait de la Révolution française. Le problème, c'est que là, pour l'instant, c'est la Révolution, prologue. Donc c'est dommage. C'est dommage de s'arrêter là. Voilà, donc c'est ok mais pas top. Ok mais pas top. Je vous ai déjà parlé de The Boys saison 2, donc je vous refais pas le topo, c'était déjà dans une playlist précédente. C'est très bien The Boys. Est-ce que je vous parle d'Upload ? Upload c'est très bien aussi. Upload c'est une série qui a été diffusée sur Amazon Prime Video. Amazon Prime Video, je crois que c'était en mars ou en avril. C'est porté par un acteur qui s'appelle Robbie Amell, que vous avez certainement vu dans le Arrowverse. Je sais plus qui campait, mais ça on s'en fout. C'est une série créée par Greg Daniels, que vous connaissez, puisqu'il a créé notamment The Office. Et... on est d'accord, hein, c'est bien lui. Oui. Écrivain sur The Office. J'ai toujours peur d'annoncer des trucs et que ça soit pas ça. Donc Upload, très intéressant. Série qui suit un personnage qui vient à décéder. Dans un monde où les gens peuvent payer pour avoir leur conscience transférée dans un monde de réalité virtuelle. On appelle ça l'upload. Donc on va mettre dans le cloud la conscience de la personne. Donc on va dématérialiser la personne et on va la mettre dans un serveur de réalité virtuelle. Et derrière, cette personne va profiter de ce que le serveur a à donner. Évidemment, plus tu as d'argent, plus le serveur auquel tu as accès est de qualité. Moins tu as d'argent, déjà le fait d'être uploadé c'est déjà avoir de l'argent, mais moins tu as d'argent, plus tu as des services de réalité virtuelle qui sont gangrénés par des systèmes qu'on connaît bien aujourd'hui, c'est-à-dire des publicités invasives de partout, des microtransactions un petit peu partout pour acheter de nouvelles choses, que ça soit des trucs de cosmétiques, mais aussi d'utilité pour le client. Donc vraiment, c'est une série qui est hyper maligne et qui a très très bien compris les problématiques d'internet, du côté free-to-play des jeux vidéo, du côté libre d'utilisation sur les applications. Si c'est gratuit, c'est potentiellement toi le produit. Du côté gigantesque que certaines entreprises monopolistiques ont obtenu ces dernières années, et ça n'est finalement qu'une extrapolation de ce que pourrait devenir le futur. Et vraiment, et en dehors de ça, parce que tout ça c'est le contexte, mais en plus c'est une histoire d'amour qui est très intéressante, sur comment tu gères le fait d'être amoureux de quelqu'un qui est dématérialisé, alors que toi-même, tu as une enveloppe corporelle. Donc vraiment, si vous avez l'occasion de regarder ça, non seulement c'est rigolo, en plus c'est intéressant, c'est intelligent, et puis parfois ça peut se montrer assez émouvant. Donc vraiment, ça c'est probablement une de mes séries de l'année. Upload ça s'appelle. UPLOAD. Voilà. Donc ça, c'est dit. Une autre de mes séries de l'année. J'ai vu beaucoup de séries documentaires cette année. Et je vais surprendre personne en disant que j'ai adoré la série documentaire qui s'appelle The Last Dance. Une série documentaire en 10 épisodes qui est dédiée
au potentiel nouveau sacre, potentiel 6e sacre de Michael Jordan et des Chicago Bulls durant l'ère de Phil Jackson. Donc c'est intéressant parce que ça met en perspective toute la carrière de Michael Jordan, mais aussi de sa carrière chez les Chicago Bulls, et notamment de son dernier run chez les Bulls en 1998. Je suis plus sûr, je crois. Et donc, évidemment, ça parle de basketball. Et je vais rassurer les gens tout de suite, si vous n'y connaissez rien en basketball, ça n'est pas grave. Ça se suit très très bien. Il y a l'éléphant dans la pièce, c'est que c'est une série qui a été très clairement créée dans le but de faire mousser Michael Jordan. C'est lui qui a donné son aval pour créer cette série documentaire. C'est lui aussi qui a donné les droits d'utilisation d'un certain nombre de matériaux inédits qui sont assez dingues d'ailleurs. Hein. On entre à l'intérieur des vestiaires des Chicago Bulls de l'époque, c'est fou. Et on a évidemment droit à des interviews de lui contemporaines. Donc vraiment, ça c'est passionnant. C'était diffusé toutes les semaines à raison de 2 épisodes par semaine. Et tous les lundis, j'étais comme un dingue, j'étais là, oh là là, il y a les 2 nouveaux épisodes de The Last Dance qui arrivent. Et alors moi, qui pour le coup ne suis pas connaisseur de tout ça, je ne savais pas s'ils avaient réussi à gagner ou pas. Donc en termes de suspense, en plus, j'étais à donf, quoi. Donc vraiment, ça en termes de documentaire, alors, je sais très bien, hein, c'est hyper hagiographique. Mais c'est simplement passionnant. Vraiment. Si ça vous intéresse un tant soit peu, let's go quoi. The Last Dance, c'est disponible sur Netflix. Est-ce qu'on parle d'autres choses? Alors j'ai vu plein d'autres séries, mais du coup je vais peut-être pas parler de toutes. Je vais parler de Tiger King quand même. Je suis obligé de parler de Tiger King. Tiger King. Alors, une série documentaire au Royaume des Fauves en français. C'est comment résumer ça? C'est une plongée à l'intérieur de tout ce qu'il peut y avoir de dysfonctionnement aux États-Unis. C'est-à-dire que ça part de la personnalité d'un personnage. C'est vraiment un personnage, un mec qui s'appelle Joe Exotic. C'est le plouc plus ultra, si vous voulez, qui crée son zoo personnel autour de sa personne, dans lequel les gens peuvent venir regarder des tigres, des lions, etc. Enfin des fauves, quoi. Et en plus de ça, peuvent venir du coup les caresser en payant à prix d'or, des trucs comme ça. Lui, évidemment, en est la mascotte et se permet même, comme on le voit à l'image là, de se considérer presque comme le père de ces animaux sauvages. Donc évidemment, très attention quand même. Il y a des instances de violence animale dans cette série. Il y a des phases extrêmement traumatisantes, une scène notamment extrêmement choquante d'une caméra de sécurité où on ne vous prévient pas du tout de ce qui va se passer. Et alors en termes de trigger warning, je trouve que c'est très mal pensé. Donc faites attention. Si vous êtes sensible, moi je sais que je suis très sensible sur des problématiques de violence animale, donc c'est assez difficile à regarder. Et on se dit, mais comment c'est possible que ces choses existent? Et ce qui est assez fou, c'est que le documentaire se permet d'aller ailleurs
le documentaire se permet d'aller en plus chercher d'autres personnalités qui gravitent autour de ces mêmes thématiques-là, et de nous montrer, en fait, parce que le documentaire est vraiment tourné comme un thriller autour de la personnalité de Joe Exotic, mais aussi de la figure rivale qui s'appelle Carole Baskin, que lui a menacé de mort. Donc la question, c'est de savoir jusqu'où ils sont allés. Est-ce que lui s'est fait choper, machin? Non, j'ai pas regardé encore Don't Fuck With Cats. Mais vraiment, il y a un truc qu'ils font très très bien, c'est ménager le suspense, quitte à s'arranger un petit peu avec la réalité. Donc il faut savoir plus ou moins ce qu'on regarde, quoi. Mais ça, pour le coup, bon, je vous fais pas le topo, vous en avez tous entendu parler, mais c'est assez dingue quand même. C'est assez dingue. Mais attention à ne pas mettre devant tous les yeux, cependant. Est-ce que je parle encore d'autre chose? Je pourrais vous parler de la saison 5 de Better Call Saul, parce que c'est toujours aussi génial, et que la saison 6 arrive normalement l'année prochaine. Better Call Saul, peut-être qu'on reviendra là-dessus quand ça sera terminé l'année prochaine. Kingdom saison 2, c'est toujours aussi bien. Clone Wars, la saison 7 finale, Star Wars Clone Wars, était très cool. Mais voilà, je pense que j'ai fait le tour, point de vue série télé. Parlons un petit peu jeux vidéo, si ça vous va. Qu'est-ce que je vais prendre comme illustration? On va se mettre sur Google Images, je pense. Alors, je me suis fait un petit peu le récap. Donc on va aller assez vite, puisque j'en ai déjà parlé longuement sur mes différents canaux de discussion, que ce soit sur Twitch, que ce soit en podcast, moins en vidéo, mais bon. Truc forcément important sur cette fin d'année. Comment je vais faire? Ça marche pas, c'est pas ce que je veux faire. Est-ce que je peux avoir le truc en plein écran, s'il vous plaît? Non. Va sur Metacritic, c'est une bonne idée, merci. Animal Crossing New Horizons. Très clairement, pour moi, c'est le jeu du confinement. Sorti juste avant, je crois. Il n'y a pas de photo sur Metacritic. Je peux aller sur JVC. Très clairement, Animal Crossing, c'est un des jeux qui m'a fait oublier le confinement. C'était vraiment très cool. C'était mon tout premier Animal Crossing, pour le coup. Donc j'ai découvert ça avec grand plaisir. Alors attendez. Oh là là, quel enfer. C'est vraiment de la merde. Ouais, c'est pas dingue. Mais tu sais quoi, on va se mettre sur YouTube. On va pas avoir de problème quand même pour voir un trailer d'Animal Crossing. Ah putain, quel enfer. Je suis désolé, j'avais pas du tout prévu ça. Animal Crossing New Horizons, j'ai 1 minute 46 pour faire le point. Animal Crossing New Horizons, c'est vraiment le jeu qui m'a permis de découvrir ce qu'était qu'Animal Crossing et de devenir complètement accro à ce truc. J'y ai passé tout mon confinement. Alors c'est vrai qu'après le confinement, j'y ai pu retoucher, mais vraiment, il y a un vrai plaisir et un côté très évasion, le côté voyage.
C'est effectivement, je m'attendais pas à ce que ça soit autant tourné sur le capitalisme, mais pourquoi pas? Moi, tu sais, mais je suis un mineur fou, je suis un farmer chinois, donc vraiment, c'est pas du tout le genre de choses qui me dérange, mais vraiment, ça m'a plu. Parce que, et je pense que c'est un jeu qui a énormément bénéficié du confinement, forcément, puisque les gens ne pouvant pas sortir, voilà, il y avait forcément un truc de vie alternative qui s'offrait dans Animal Crossing. Et ça a été un vrai plaisir pour moi de découvrir ça. Alors effectivement, je l'ai un peu laissé tomber. Mais ça a été une vraie bulle de fraîcheur pendant les 2 mois du premier confinement. Le côté découvrir un petit peu ces petits personnages, se créer sa petite maison, faire son jardin, etc. Alors, par contre, parlons-en, mais le mode multijoueur, quel enfer! Quel enfer dans Animal Crossing! Mais voilà. Ça a été vraiment un plaisir de découvrir ça. Je sais pas si j'y reviendrai un jour, mais c'était vraiment cool. Est-ce que je reviens sur Assassin's Creed Valhalla ? J'en ai déjà longuement parlé dans le podcast sur Game Info. Je vous en ai proposé une vidéo test sur ma chaîne YouTube. Donc très rapidement, c'est pour moi l'épisode Assassin's Creed le plus abouti des 3 derniers. Donc Origins, Odyssey, Valhalla. Qui a toujours des mécaniques un peu cancérigènes sur le côté progression, sur le côté il faut que tu farmes pour pouvoir voir la fin du jeu. Donc c'est un jeu que j'ai pas terminé malheureusement, que je terminerai peut-être un jour, mais pas maintenant. C'est un jeu qui bénéficie forcément de son contexte, le fait d'avoir pour la première fois le choix de vivre une aventure viking, c'est forcément très cool. Voilà, les Assassin's Creed en général, on y va en premier pour le contexte, pour la carte postale qu'ils nous proposent, et pour le coup elle fonctionne très bien. Moi je me suis bien amusé à faire mes raids vikings, à faire des attaques de forteresse. C'est un jeu qui est pas toujours écrit de façon homogène, c'est-à-dire que autant les quêtes principales sont très axées sur le côté épique, etc., autant les quêtes secondaires, parfois ça tombe vraiment très très bas sur le côté pipi caca machin. Donc vraiment, c'est un jeu que moi j'ai apprécié. Je sais que ça ne plaît pas à tout le monde, et j'en parle à mon avis suffisamment dans mon vidéo test, mais l'air de rien, voilà, j'ai apprécié mes 40 heures sur le jeu, et j'y reviendrai probablement avec plaisir. Il y a un jeu également dont les gens sur YouTube et sur Twitch ont eu l'occasion d'en voir et d'en revoir et d'en re-revoir sur ma chaîne YouTube et sur ma chaîne Twitch. C'est Demon's Souls, le remake sur PlayStation 5, un remake signé Bluepoint Games, mon tout premier Souls. J'ai profité qu'on me propose la PlayStation 5 et le jeu pour me dire bon bah voilà, ça y est, c'est le moment. Et comme le dit Tyran, c'est une révélation pour moi parce que je pensais pas y arriver. Et au final, non seulement j'y suis arrivé, mais en plus, j'ai passé un super moment. Un premier Souls, moi j'ai eu l'occasion d'en parler, mais en général les Souls on en fait tout un pataquès. On te dit voilà, c'est réservé à l'élite, il y a que les vrais gamers qui arrivent, machin. Et donc moi ça m'a toujours fait peur ces choses-là. Et je me suis dit mais moi, je suis le roi du fail, jamais je pourrais arriver à jouer à un jeu comme ça. Et le fait est que je l'ai fait en stream, et le faire en stream, ça m'a grandement aidé.
déjà le partager avec des gens, avoir des réactions, un petit peu d'aide, des conseils, mais aussi un soutien. Ça, ça a été une révélation pour moi. Donc je suis très heureux de l'avoir fait. Donc pour les gens qui voient ça sur YouTube, il y a encore quelques VOD de sessions gaming sur Demon's Souls qui arrivent dans les prochaines semaines pour arriver à la fin du let's play. Mais vraiment Demon's Souls c'est un remake assez incroyable. Visuellement c'est magnifique. Bon, c'est un remake 1 pour 1, hein, c'est-à-dire que les problèmes qu'avait le jeu original sont toujours dans le premier dans le remake. Donc voilà. Donc sachez-le, il y a toujours des problèmes de caméra. Il y a toujours les problèmes de gestion de la sauvegarde, c'est-à-dire que le jeu est fait comme ça, c'est-à-dire que vous mourrez face au boss, vous recommencez au tout début du niveau, avec tous les mobs qui sont réapparus. Donc ça, il faut le savoir, il faut y être préparé, mais voilà. En dehors de quelques trucs, assez frustrants, notamment certaines IA de boss qui sont très pénibles. J'ai jamais été vraiment frustré par le jeu. Ça m'a vraiment surpris. J'ai été vraiment surpris d'accrocher à ce point-là au jeu. Mais voilà, c'était un plaisir de découvrir ça et ça m'a donné la curiosité d'aller en voir d'autres. Alors pas tout de suite, mais peut-être qu'un jour ça arrivera. Voilà, donc ça c'est pour Demon's Souls. Demon's Souls, parlons encore un petit peu de PlayStation 5. Avec probablement un des jeux les plus pipous du lancement de la PlayStation 5, c'est Astro's Playroom. Le jeu est sorti avec la PlayStation 5, il est livré dans chaque PS5 au lancement. C'est un jeu de plateforme qui est développé par la Team Asobi. La Team Asobi à qui l'on doit déjà Astro's Escape VR, un truc comme ça. Et The Playroom sur PS4. Et c'est un jeu, moi je m'attendais à ce que ça soit une petite démo technique, mais non seulement c'est une belle démo technique, pour une démo technique particulièrement axée sur le contrôleur DualSense, donc la nouvelle manette PS5, mais en plus c'est un vrai jeu. Ça s'arrête pas au bout d'une demi-heure, une fois qu'on a fait le tour de tous les trucs qu'il y avait à voir. C'est un vrai plaisir de parcourir ce jeu, non seulement parce que il est assez poussé niveau direction artistique, il se nourrit de toute d'une multitude d'inspirations autour de la PlayStation, de la marque PlayStation, avec des filins entre deux plateformes qui sont en réalité des câbles de charge de manette, des choses comme ça. Il y a énormément de petites références à choper sur l'univers PlayStation. Tiens, en voilà une. Mais aussi sur les jeux PlayStation, les jeux exclusifs, mais aussi les jeux éditeurs tiers qui ont bien voulu jouer le jeu. C'est un jeu qui non seulement vous fait comprendre tout le potentiel de cette manette, qui sera probablement pas utilisé à fond par les autres développeurs, mais c'est un vrai plaisir. Moi, la première chose que j'ai faite quand mon frère est arrivé pour lui faire découvrir la PlayStation 5, c'est que je lui ai dit, tiens, regarde, joue à Astro's Playroom. Et il est resté 1h30 devant le truc. C'est un jeu qui marche extrêmement bien. Moi, c'est un vrai coup de cœur. Et c'est d'autant plus un plaisir qu'il est livré gratuitement avec la console. Alors évidemment, la console vaut 500 balles. Hein. Donc ils peuvent bien faire ça, mais j'ai été surpris de voir que c'était pas seulement qu'une démo technique. Donc vraiment un plaisir d'avoir vécu ça. Toujours sur PlayStation 5, parlons de Spider-Man Miles Morales. Là pareil, j'ai fait un long test sur gameinfo.fr, si ça vous intéresse, allez le voir. C'est exactement le même jeu que Marvel Spider-Man 2018.
soyons clairs. Développé par Insomniac Games, c'est toujours aussi excellent de se trimballer dans la promenade ouverte qui est possible du coup de se balancer de liane en liane, j'ai envie de dire, de toile en toile à Manhattan. C'est un plaisir absolu. Vraiment, en plus d'en profiter en 60 fps sur la PS5, c'est un luxe incroyable. Il y a un plaisir, moi je pourrais faire que ça de mes journées si c'était possible. Mais en dehors de ça, la surcouche de gameplay, c'est la même que Marvel Spider-Man. Donc soyez-en bien conscients. Moi j'ai passé un bon moment là-dessus. Ça reste relativement court, en ligne droite. Ça reste exactement la même chose que le précédent. Donc si vous avez aimé et que vous l'avez fait il y a longtemps, bah faites-le, ça va vous plaire. Si vous avez aimé et que vous étiez en train de vous enlacer et que vous l'avez fait récemment, attendez un poil. Et si vous n'avez pas aimé, passez votre chemin. Là, tout simplement. Salut Malak, comment vas-tu? Oui, je suis là. Donc voilà. Ça c'était pour Marvel's Spider-Man. On va rester un petit peu dans l'univers PlayStation. Parce qu'on va parler de Ghost of Tsushima. Ghost of Tsushima qui est probablement un de mes jeux préférés. C'est cool Malak. C'est vraiment cool. Ça nous intéresse énormément. Écoute, on va encore couper la chatbox puisque visiblement on a des petits malins ce soir. Ghost of Tsushima, probablement un de mes jeux de l'année. C'est un monde ouvert très typique des jeux Assassin's Creed. Ça ressemble énormément en termes de structure, en termes de ce que ça a proposé. Moi, ce que j'ai trouvé vraiment en supplément d'âme, déjà, évidemment, c'est le setting, l'univers dans lequel c'est proposé. Donc le Japon féodal, le côté honneur des samouraïs, très très inspiré des films de Kurosawa. Donc vraiment, ça c'est un plaisir à découvrir. Le côté comment système de combat. Le système de combat est vraiment bien pensé. Le côté il faut bien gérer sa posture en fonction de l'ennemi qui vous fait face. C'est assez plaisant à voir. Le côté esquive / contre qui est intéressant et bien foutu. Et puis ne serait-ce que la quête, l'aventure de Jin Sakai, c'est assez stylé. C'est assez stylé à voir. Moi j'ai bien aimé. Je trouve que c'est autant. Moi j'ai beaucoup joué en mode samouraï. J'ai beaucoup moins joué en mode fantôme puisqu'il y a un diptyque en fait de gameplay. C'est le côté 1, le samouraï, 2, le fantôme avec des phases d'infiltration, etc. C'est moins intéressant parce qu'on se rend compte de la faiblesse de l'intelligence artificielle des personnages ennemis et du coup voilà, c'était c'était un petit peu moins intéressant, d'autant que c'est un petit peu intégré au forceps dans le scénario du jeu, parce que c'est-à-dire que le jeu te force à certains stades à utiliser la philosophie du fantôme pour ensuite faire en sorte que le scénario et les personnages secondaires te le reprochent. Donc ça c'est un peu dommage, parce que moi j'avais décidé de jouer quasiment en intégralité samouraï, et donc c'est un poil dommage d'un point de vue immersion de te forcer à parjurer entre guillemets ton style de jeu. Donc voilà, ça c'était pour Ghost of Tsushima, un jeu tout de même très intéressant à faire. Ça je vais pas parler de ça parce que ça ferait trop long. Je vais pas parler de ça non plus. Alors il faut que je parle de ça. Je suis un peu obligé. Je vais un peu parler de ça. Je suis un peu obligé.
Un truc un poil long. Parce qu'il y a des choses à dire. E3 2018. Bon. The Last of Us 2. Alors, on me dit dans le chat, mais je suis désolé, j'ai dû désactiver la chatbox. The Last of Us 2, c'est compliqué. The Last of Us 2, je suis désolé, mais j'ai pas aimé. The Last of Us 2, c'est probablement ma déception de l'année. Donc le dernier jeu des développeurs de Naughty Dog qui nous ont non seulement livré un jeu qui que je considère moi comme décevant, mais en plus nous ont révélé leurs pratiques de gestion salariale qui sont plus que douteuses, disons-le clairement. Ce qui fait que du coup, ça me dérange un peu moins de pas aimer le jeu. En fait, je vais être très clair avec vous. Moi, The Last of Us 1, c'est probablement mon jeu préféré de la génération d'il y a 2 générations. Probablement. C'est un des jeux que je trouve les plus marquants de cette génération de consoles, donc Xbox 360, PS3. C'est un jeu qui m'a profondément marqué, notamment par son final, et le fait que son histoire se tenait assez... et son propos se tenait dans un temps relativement court. Donc, première chose... Moi, j'ai un problème avec The Last of Us 2, c'est que il étire la confiture sur une tartine bien trop longue. Je sais plus en combien de temps il se termine, mais il y en a entre 25-30 heures. Donc déjà, pour moi, c'est bien trop long. Surtout parce que je ne suis pas intéressé par ce qu'il a à raconter. Ce qu'il a à me raconter, c'est un truc qui est vu et revu depuis des années. C'est simplement un revenge movie. Et un revenge movie qui dure 30 heures, par pitié, quoi. Y a ça. Le fait que, du coup, je m'intéresse moins, ou en tout cas beaucoup moins, au personnage d'Ellie qui pour le coup j'aimais énormément dans The Last of Us 1. Alors évidemment on va pas du tout spoiler le scénario du 2, mais moi mon problème fondamental avec le jeu c'est sa structure narrative. Je comprends ce qu'il veut faire, et encore je trouve le propos extrêmement basique. Parce que le côté la vengeance c'est pas bien, et oui, il y avait des bonnes personnes des deux côtés. Bon. Mais ce qui me gêne fondamentalement, c'est sa structure. C'est-à-dire que tu joues 15 heures, on va dire 15 heures, 10 heures, 15 heures, avec le même personnage, avec lequel tu t'es déjà identifié parce que tu as déjà joué à ses côtés dans le premier jeu. Et on te met à fond dans sa quête à elle pendant 15 heures. Et arrive un moment où ça switch avec justement un personnage qu'on a mis 15 heures à t'inculquer, que tu la détestais depuis le début. Et ben je suis désolé, mais le moment de ce switch, à mon avis, est extrêmement mal choisi. Parce que à ce moment-là, moi ça ne m'intéresse pas en fait ce qu'elle a à me dire, cette nana. Et du coup, je suis totalement démobilisé sur toute la deuxième partie du jeu. Au moins sur ce premier temps. Parce que il y a un phénomène de distanciation qui se fait immédiatement avec ce personnage-là, puisque
le jeu t'apprend depuis le début que tu la détestes. Alors oui, je comprends ce qu'ils essayent de faire en termes de propos. Le côté, attends, on va peut-être te faire réévaluer la situation d'un point de vue émotionnel. Mais ça n'a pas fonctionné pour moi. Et moi, j'aurais bien plus aimé une structure enchâssée, c'est-à-dire qu'on fait un peu l'un, un peu l'autre, un peu l'un, un peu l'autre, un peu l'un, un peu l'autre. Parce que là, ce qu'on te fait, c'est que au final, tu te démobilises sur les deux personnages. Et puis, il y a un côté, on en fait des milliards de caisses sur le final. T'as l'impression que le jeu ne va jamais se terminer, que le jeu ne veut pas se terminer. Franchement, c'est une déception absolue. J'aurais aimé que ça soit mon jeu de l'année. J'aurais adoré que ça soit mon jeu de l'année. Mais vraiment... Mais j'ai pas envie de refaire tout le truc, hein. Mais je vous le fais rapidement. C'est les points qui m'ont le plus gêné. Alors oui, c'est superbe. C'est magnifique. On a rarement vu un jeu pareil. C'est extrêmement bien joué. C'est extrêmement bien réalisé. Techniquement, la copie est parfaite. Mais à quel prix ? À quel prix fait-on trimer ces développeurs ? Fait-on cruncher ces développeurs ? Ça me rend fou en fait. C'est le côté... je vous laisserai creuser toutes les problématiques de crunch et toutes les problématiques de salariales autour de gestion salariale autour de ce jeu. Mais vraiment, je ne peux pas dire... je ne peux pas rien dire face à cette situation-là. Au moins, ça mérite d'être dit. Et je suis extrêmement gêné. J'en ai parlé longuement avec Mamie Lamy lors d'un stream. Je ne peux pas accepter qu'on donne autant de prix à un jeu qui fait autant fi de l'humain derrière la création. Alors oui, vous allez me dire, oui, non. Quel social justice warrior machin tu fais. Mais c'est pas ça en fait, c'est juste que oui, la copie est superbe, mais à quel prix en est-on arrivé là, quoi. Et moi c'est ça qui me gêne, c'est que du coup, pour en arriver là, on est obligé de faire ce genre de choses. Moi ça me gêne énormément. Voilà, je voulais vous dire ça. Même si je vois tout ce que le jeu veut faire, j'en suis... À partir d'un certain stade, je le mets à distance. Parce que y a toutes ces choses-là. Parce que fondamentalement, je trouve que le jeu ne fonctionne pas sur moi. Et en plus, il y a toute cette problématique-là qui est politique, je le sais bien. Mais qui me gêne fondamentalement. Alors peut-être que je dirais des choses différemment si j'avais surkiffé le jeu. J'en sais rien. Mais voilà, sur ce retour 2020, je voulais aussi ne pas parler que de jeux que j'ai appréciés. Et ça vous évitera de penser que je suis un vendu à Sony. Mais le fait est que j'ai beaucoup joué sur console PlayStation cette année. Maintenant, je voulais terminer cette méga playlist avec mon jeu de l'année. Puisque on a parlé de ma déception de l'année, mais il faut que je parle de mon jeu de l'année. Et pour ça, je vais vous mettre une vidéo de mon cru, en fait. Parce que autant faire qu'écro, quoi. Mon jeu de l'année, évidemment. Mon jeu de l'année, c'est Hades. Mon jeu de l'année, le GOTY, pour moi, c'est Hades. Développé par Supergiant Games. D'ailleurs, dont une des musiques passe en ce moment.
Hades, c'est simple, c'est un jeu qui est réussi en tout point. Pour moi, c'est un jeu qui est réussi en tout point. Tout ce qu'il essaye de faire, il le réussit. Et il le fait parfaitement bien. C'est un jeu qui est magnifique visuellement, qui a une direction artistique qui est originale et qui est superbe, qui a des personnages qui sont attachants, auxquels on veut s'intéresser, qui a une narration qui est novatrice, puisque le jeu, je ne l'ai pas dit, mais c'est un roguelite. Et un roguelite, fondamentalement, on ne fait que recommencer pour devenir plus fort. Tu recommences. Et c'est inscrit dans la narration, ce système-là. On joue Zagreus, qui est le fils d'Hadès, dont l'objectif est de quitter les enfers pour aller pour rejoindre sa mère. Et ça, ce concept-là, rien que dans ce concept-là, il y a tout. Il y a tout. Toute la narration du jeu est inclus là-dedans. Je trouve que ils ont fait preuve de génie par moment sur ce jeu. Il y a évidemment un truc qui vous crève les yeux, c'est que c'est un jeu d'action, un jeu où l'on combat, où on va avoir diverses possibilités. Puisque vous avez diverses armes qui sont à votre disposition, diverses armes qui se jouent complètement différemment. En plus de ça, vous allez choper des bienfaits tout au long de votre aventure, tout au long de votre run, donc de votre tentative d'évasion, des bienfaits qui sont liés plus ou moins à toutes les personnalités du panthéon de la mythologie grecque. Et chacun de ces bienfaits, chacun de ces dieux, a des bienfaits qui sont différents et qui jouent différemment. Donc il va y avoir une notion de build aléatoire qui se met en place et qui va vous permettre de faire en sorte que chaque nouvelle tentative est différente de la précédente. Et ça c'est passionnant, puisqu'on se rend compte que évidemment il y a certains styles de jeu qui nous intéressent plus que les autres, mais de temps en temps en fait on a plutôt envie de tenter de nouvelles choses, de se dire attends mais est-ce que si je mets ça avec ça, est-ce que ça fait pas un combo intéressant? Et puis tu te rends compte que parfois ça fait des combos qui sont complètement surprenants et parfois complètement pétés. Et ça c'est... Enfin, franchement, les possibilités de ce jeu sont infinies. Et on a parfois des bonnes surprises. Parfois, moi, honnêtement, à mes débuts sur le jeu, je me disais, mais la lance, je déteste ça. Et il se trouve que la lance, ça fait partie de mon premier run à succès sur le jeu. Parce que la lance, avec certains bienfaits, il se trouve que ça marche très 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 bien. Donc voilà, c'est... Je pourrais parler une demi-heure sur Hades. Mais... Une des caractéristiques pour moi les plus intéressantes de ce jeu, c'est sa faculté qu'il a à vous faire progresser sans arrêt et sans que vous le voyiez trop. C'est-à-dire que le jeu n'est jamais frustrant malgré le fait qu'il est difficile, même si moi j'ai mis 60 runs probablement avant de terminer pour la première fois le boss final, jamais je me suis dit j'en ai marre, le jeu est trop dur. Parce qu'à chaque fois, le jeu te fait progresser intelligemment, en te donnant de nouvelles choses, en te faisant progresser par petites touches. Si ta première run t'arrive pas à faire ça, peut-être que la deuxième t'arrivera à passer ce stade-là. Et petit à petit, tu engranges de l'expérience. Non seulement tu engranges de l'expérience, mais t'engranges aussi des possibilités supplémentaires de gameplay, de nouvelles armes, de nouveaux bienfaits. Et tout ça, en plus, en saupoudrant sa narration. En apprenant plus petit à petit sur le personnage principal, sur les personnages secondaires qui gravitent autour de lui. Vraiment. Et en plus, s'il fallait ajouter quelque chose de supplémentaire, le jeu a été produit dans des conditions optimales pour ses salariés. Qu'est-ce que vous voulez que je dise de plus ? Pour toutes ces choses-là, pour toutes ces raisons, Hades, qui est un jeu sur lequel j'ai joué de façon obsessionnelle pendant des semaines et des semaines,
Pour toutes ces raisons, Hades est mon GOTY, mon jeu de l'année. Voilà. Vraiment, si jamais vous ne l'avez pas encore fait, ce que je doute, faites ce jeu. Vous m'en direz des nouvelles. Voilà. Est-ce que je parle d'autre chose? Je pense que j'ai fait un tour bien trop long déjà. Je pensais qu'on ferait 1h30. Je pensais qu'on ferait 1h. On a fait 1h40. Bon. Je pense que je vais vous laisser là sur YouTube pour cette méga playlist. Revenir sur ce que j'ai vu au cinéma, ce que j'ai aimé, ce que j'ai moins aimé au cinéma cette année, ce que j'ai vu en termes de séries télé. Il y a beaucoup de choses que j'ai aimées en séries télé. Il y a beaucoup de choses que j'ai aimées également en jeux vidéo. Je vous en ai fait le point. Alors j'ai pas tout traité bien sûr. Mais voilà, je voulais vous laisser avec ce bilan-là. J'en ai jamais fait encore de bilan aussi complet sur ma chaîne YouTube. J'espère que ça vous a plu en tout cas sur YouTube. Si c'est le cas, évidemment, laissez un commentaire, laissez un pouce en l'air, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et puis moi, je me retrouve, j'espère, très bientôt pour une nouvelle vidéo, culture ou pas, culture ou gaming, que sais-je. Voilà, merci en tout cas, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, portez-vous bien, passez de bonnes fêtes de fin d'année, et puis moi je vous retrouve très bientôt pour d'autres vidéos sur YouTube. Salut tout le monde.